Face à Union Station, un monument dédié à Christophe Colomb, le nom de District of Columbia a été donné en son honneur. Le District of Columbia, qui ne fait qu'un avec la ville de Washington, n'est pas considéré comme un État, mais comme le siège du gouvernement. Un plan du centre de Washington nous permettra de mieux nous situer. La flèche indique l'emplacement d'Union Station. De là, nous nous dirigerons vers la Cour suprême en passant à proximité des bâtiments de style Beaux-Arts abritant les bureaux du Sénat. Ces bâtiments sont reliés au Capitole par des souterrains. C'est un véritable bonheur que de visiter Washington en avril. En effet, plus de 3700 cerisiers de 9 variétés différentes y sont en fleurs. En 1912, les citoyens du Japon présentèrent à la ville de Washington D.C. quelques 3000 cerisiers en guise d'amitié entre les deux peuples. Madame William Howard Taft, épouse du président de l'époque, et la comtesse Shinda du Japon plantèrent les 2 premiers arbres. Les choses avaient bien changé en 1941 lors de l'attaque de Pearl Harbor, mais les cerisiers, eux, sont toujours là. À quelques pas de la Cour suprême et à l'est du Capitole, se dresse la Bibliothèque du Congrès. Fondée en 1800, c'est la plus grande bibliothèque des États-Unis. Elle est en partie composée de 6000 ouvrages, collection personnelle de Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis de 1801 à 1809. La librairie abrite également 17 millions de livres, plus de 49 millions de manuscrits, cartes, imprimés, photos, journaux, microfilms et journaux de 23 présidents américains. Non, nos touristes ne se sont pas joints à une procession, ils accèdent tout simplement à l'étage supérieur, d'où l'on peut admirer, en vue plongeante, la salle de lecture, qui ne se visite pas. Malheureusement, les photos sont interdites depuis cet endroit. On peut toutefois prendre quelques clichés de cette salle depuis le rez-de-chaussée, mais derrière des portes vitrées et avec des angles réduits. Dirigeons-nous maintenant vers le Capitole. C'est l'un des plus célèbres monuments des États-Unis. Le Capitole est le bâtiment qui sert de siège au pouvoir législatif des États-Unis dans la capitale fédérale. De type néoclassique, il est constitué d'un dôme et de 2 ailes. L'aile nord, ici, à droite, est le siège du Sénat, et l'aile sud, à gauche, celui de la Chambre des représentants. L'ensemble des 2 institutions forment le Congrès. 4 drapeaux au maximum peuvent flotter sur le Capitole. Les drapeaux des faces Est et Ouest flottent en permanence à la base du dôme depuis la Première Guerre mondiale. Ceux situés au-dessus des ailes nord et sud
flotte lorsque les assemblées siègent en session. C'était le cas le jour de cette visite. C'est pourquoi peu d'accès était ouvert au public. Seul le hall du Visitor Center était accessible ce jour-là. On y trouve diverses statues rendant hommage aux héros de la nation et à la liberté. Nous contournons l'aile nord du Capitole en direction du Mall et de la National Gallery of Art. Au passage, nous verrons, de loin bien sûr, la voiture du président. Voilà des dispositifs efficaces pour interdire l'accès aux voitures non autorisées. Les motos de l'escorte présidentielle sont parfaitement alignées et prêtes au départ. Le dôme est la partie la plus emblématique et la plus connue du Capitole. Construit en 1856, il s'inspire du Panthéon de Paris. Ses dimensions sont impressionnantes, avec une hauteur de 87 mètres et un diamètre de 29 mètres. Le Mall est un vaste espace qui s'étend du Capitole jusqu'au Lincoln Memorial. La distance qui les sépare est de 2 miles, c'est-à-dire 3 km 300. Ce monument à l'entrée est dédié au général Ulysse Grant, qui se distingua particulièrement par ses succès, mais aussi par sa férocité pendant la guerre de sécession. Dirigeons-nous maintenant vers la National Gallery of Art, un des 18 musées et galeries gratuits de la Smithsonian Institution. Vous êtes ici dans le plus grand complexe des musées du monde. Cette institution a été fondée en 1846 avec des fonds légués en 1829 aux États-Unis par James Smith, un homme de science anglais qui ne mit jamais les pieds en Amérique, pour l'expansion et la diffusion du savoir. La National Gallery of Art comporte 2 bâtiments, l'Est et l'Ouest. Nous ne visiterons que l'aile ouest, et encore, à la vitesse d'un groupe de touristes japonais, c'est-à-dire à la moyenne de 4 à 5 photos minutes, courbettes non comprises. Cet immense bâtiment comporte une rotonde centrale monumentale et des patios latéraux aux fontaines fleuries. Il renferme des dizaines de milliers d'œuvres, des peintures bien entendu, mais aussi de la sculpture, des galeries d'art décoratif et d'ameublement. Admirez notre sélection particulièrement axée sur les impressionnistes.
Face à la National Gallery of Art, voici l'Air and Space Museum. Avec 9 millions de visiteurs par an, c'est le musée le plus visité du monde. On entre immédiatement dans le vif du sujet avec, au-dessus de l'accueil, l'immense Return Voyager qui fit le premier tour du monde non-stop et sans ravitaillement en 1986. Le vol dura 9 jours à la moyenne de 186 km/h. L'avion était piloté par son concepteur Dick Rutten et sa copilote Gianna Yeager. Toute l'histoire de l'aviation est ici réunie, depuis les pionniers comme les frères Wright que l'on voit ici, jusqu'aux avions fusées en passant par les guerres mondiales et les premiers pas sur la Lune. Et tout cela visité bien évidemment à une vitesse comprise entre Mach 1 et 2. C'est à bord de ce Spirit of Saint-Louis que Lindbergh traversa pour la première fois l'Atlantique en 1927. 33h30 sans dormir, avec un seul moteur et sans visibilité frontale, car un réservoir masquait le pare-brise. Drôlement courageux.
10 seconds. We have a go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, lighting up the nighttime sky as we continue building the International Space Station. Houston Discovery, roll program. Polanski confirming Discovery, rolling on course for a rendezvous with the International Space Station. Speed 1,000 miles an hour. 2 inches.